Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Gessina. C'est un plaisir redoublé de vous retrouver pour cette première conférence Gessina Lab de l'année, année qui sera riche en rendez-vous. Je me permettrai d'y revenir un peu plus tard. Alors, en regardant dans cette salle, je reconnais certains de nos invités qui étaient déjà présents à nos événements passés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey Tranchandon et je suis responsable de Gessina Lab. Gessina Lab qui est le think tank de Gessina, plus particulièrement consacré au dialogue avec nos parties prenantes sur les thématiques de RSE et d'innovation. Alors, un chiffre, 100. 100 jours après l'accord sur le climat, qui a pour objectif de conserver en dessous de 2 degrés le réchauffement climatique, la COP21 fait toujours autant parler d'elle. Alors, la priorité accordée au climat par les États, les ONG, les médias est-elle justifiée ? Comment doit-on analyser l'accord de Paris ? La question climatique n'occulte-t-elle pas d'autres problèmes d'environnement ? Alors pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Sainteny, que j'invite à me rejoindre. Merci, Monsieur Sainteny, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous enseignez le développement durable à AgroParisTech, après l'avoir enseigné à Sciences Po et Polytechnique. Vous êtes par ailleurs dirigeant d'une société de conseil en développement durable. Et vous êtes aussi l'auteur du livre « Le climat qui cache la forêt », qui est le titre même de notre conférence d'aujourd'hui. Alors, pour animer cette interview de Guillaume Sainteny, j'ai le plaisir également d'accueillir Denis Chessou, que j'invite également à venir me rejoindre. Alors Denis Chessou, merci également d'être venu nous rejoindre. Vous êtes journaliste et producteur de l'émission CO2 Mon Amour, qui est diffusée sur France Inter. Alors pour favoriser les échanges entre nos invités et vous dans la salle, on a mis en place une web application, comme vous avez pu le voir, en arrivant avec le flyer et la démonstration. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter, car vous pourrez poser des questions pendant toute la durée de la conférence et vous pourrez également liker les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Il y aura d'autres moments d'interactivité, alors n'hésitez pas à vous connecter. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à nos invités. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci, cher Audrey. Merci Audrey Tranchandon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Déjà, on a une très bonne nouvelle. Le climat qui cache la forêt, ça prouve qu'il y a encore de la forêt, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors, effectivement, c'est intéressant parce qu'on est peut-être parfois dans une certaine doxa. Vous avez à côté de vous donc Guillaume Sainteny. Alors, je le dis tout de suite, il n'est pas du tout climato-sceptique. C'est pas du tout, on n'est pas dans ce registre-là une seconde. Vous avez des publications que vous pouvez lire dans ce domaine de façon, on va dire, extrêmement joyeuse et allègre, voilà, sur ce thème si vous le désirez. La bonne nouvelle quand même, c'est que depuis maintenant 3-4 ans, il n'y a plus de thèses qui sont financées sur le côté climato-sceptique dans le monde. Je ne parle pas que de la France, mais là-dessus. C'était un débat, effectivement, c'était un débat et qui était absolument nécessaire parce que la science est tout à fait réfutable. Donc ce n'est pas effectivement le thème de départ de Guillaume. Mais Guillaume Sainteny, avec cet ouvrage très intéressant, donc, Le climat qui cache la forêt, en fait, cher Guillaume, vous considérez que le réchauffement climatique, oui, il est là, mais ce n'est pas forcément la question d'environnement la plus importante. Donc ça nous intéresse bien. C'est vrai qu'on a été totalement envahi par cela depuis, on va dire, Rio, donc il y a déjà donc, plus de 20 ans. On a eu un grand argentier, donc Nicolas Stern, qui a dit, attendez, si on ne s'occupe pas du réchauffement climatique, ça va vous coûter 20% du PIB tous les ans. On a eu le film d'Al Gore, on a Nicolas Hulot, bref, vous le savez. Et les médias s'en sont bien emparés. Alors pourquoi, effectivement, votre thèse, c'est de dire, attention, OK, il est là, le réchauffement climatique, mais ce n'est peut-être pas la question la plus importante. Alors, merci d'abord pour cette invitation, cette occasion de débattre. Je pense que nous aurons une phase de débat je crois que c'est toujours important de débattre de ces sujets parce qu'il peut y avoir des avis différents. La science est là, mais ensuite on peut interpréter et avoir des avis. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut préciser évidemment à partir de quels indicateurs on peut décider qu'une question d'environnement est importante et relativement plus importante qu'une autre ou relativement moins importante qu'une autre. Donc j'ai utilisé quelques indicateurs. Certains sont subjectifs, d'autres sont objectifs.
D'abord, je me suis demandé, personnellement, j'avais le sentiment, si vous voulez, ce livre est parti du fait que j'avais le sentiment qu'on donnait trop d'importance au climat par rapport à d'autres sujets. Et donc, nous avons cheminé sur cette idée avec un éditeur qui m'a proposé de faire un livre là-dessus. Et comme évidemment la thèse n'est pas la plus répandue, j'ai essayé d'argumenter le plus possible dans le livre cette thèse. Premièrement, le nombre de morts dus aux problèmes environnementaux. Nous avons en France, nous avons dans le monde 7 millions de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique par an. Nous n'avons pas 10% de ça dû au changement climatique par an, et nous n'avons peut-être même pas aujourd'hui 1% de ça dû au changement climatique. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui, vous êtes bien gentil, mais dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, nous risquons d'avoir ça ou plus que ça dans le domaine du changement climatique. En fait, non, parce que le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique continue à augmenter et que jusqu'en 2050, au moins, nous savons que ça restera la cause principale de décès liés à l'environnement. Au-delà, il est très difficile de faire des prévisions. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que les problèmes dus au changement climatique et que les décès prématurés dus au changement climatique sont à ignorer, mais aujourd'hui, en termes de mortalité, le problème environnemental principal est clairement la pollution atmosphérique. Et ensuite, c'est clairement la mauvaise qualité de l'eau, le manque d'accès à l'eau potable, la pollution de l'eau, etc., notamment dans les pays en voie de développement. Deuxièmement, deuxième critère que j'ai essayé d'utiliser, que disent les organisations internationales gouvernementales? Je ne parle pas des ONG, je parle des organisations interétatiques, internationales gouvernementales, ONU, FAO, etc. Bon. Si vous prenez par exemple l'OCDE, qui a publié plusieurs rapports là-dessus, elle dit très clairement qu'il y a 4 questions environnementales principales qui sont l'accès à l'eau et la pollution de l'eau, premièrement. Deuxièmement, la pollution de l'air. Troisièmement, l'érosion de la biodiversité. Quatrièmement, le changement climatique. Elle ne met pas d'ordre dans ces 4 problèmes. Elle considère qu'ils sont tous équivalents et qu'on ne peut pas en résoudre un sans résoudre les autres, car ça déstabiliserait. Si on en résout un sans résoudre les autres, ça risquerait d'accroître ceux des autres qu'on n'a pas résolus. Le rapport de la commission Oxford-Martin, dont on a pas mal parlé, peut-être plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, sur les générations futures, dit exactement la même chose. Ces problèmes sont intercorrélés et on ne peut pas en résoudre un sans en résoudre un autre. Dans un registre tout à fait différent, et même si nous sommes dans un pays laïque qui n'est pas interdit de faire allusion à l'encyclique papale de l'année dernière, elle a été présentée dans les médias comme une encyclique du pape sur le climat. Ça n'est pas du tout une encyclique du pape sur le climat. Si vous la lisez attentivement, vous vous rendez compte que, premièrement, dans la partie constat, le changement climatique occupe 4 pages, l'eau en occupe 3 et la biodiversité en occupe 7. Et la question principale qui est posée dans cette encyclique, c'est la question des rapports homme-nature, avec l'interprétation de la fameuse phrase de la Genèse sur l'homme qui régnera sur la nature. L'idée étant de savoir si c'est régner en maître absolu ou régner en tant que gardien de la création de Dieu. La première hypothèse ayant été privilégiée par la religion catholique depuis très longtemps, et le pape indiquant que c'est une mauvaise interprétation et que c'est la seconde interprétation, c'est-à-dire l'interprétation franciscaine, qui est extrêmement minoritaire, qui est en fait la bonne. Donc c'est ça l'élément le plus important, clairement, de cette encyclique, mais ça n'a pas été commenté comme ça. Et pourtant, c'est bien ça. Et puis, vous me direz, tout ça c'est bien joli, mais quid des milieux économiques? Eh bien, les milieux économiques, nous avons d'autres indicateurs, comme par exemple celui qui a lieu chaque année au World Economic Forum, qui fait une enquête sur les principales menaces globales. Ça s'appelle le Global Risk Landscape. Donc si je prends par exemple la dernière édition, sur les 10 risques principaux, vous aviez en numéro 1 les crises liées à l'eau, en numéro 1, pas des questions environnementales, de tous les problèmes globaux dans le monde, guerre, etc. En numéro 1, crise liée à l'eau. Je vous passe ceux qui ne sont pas environnementaux. En numéro 5,
échec de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'on ne parle même plus d'atténuation, on considère que c'est là et que c'est l'échec de l'adaptation simplement. Et en numéro 10, perte en biodiversité et effondrement des écosystèmes. Et je me suis dit, c'est peut-être spécifique à cette année-là, mais en fait, quand vous regardez les années précédentes, vous avez systématiquement ces 3 sujets-là qui sont dans les 10 premiers. Et quelquefois, alors quelquefois c'est le climat qui est en premier, mais souvent c'est l'eau qui est en premier, et la biodiversité est soit en troisième, soit en second. Donc pour les grandes organisations internationales, si vous voulez, il n'y a pas de suprématie du climat sur les autres questions environnementales, contrairement, cher Denis, à ce que disent les médias, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Alors ensuite, il y a la question des coûts. On nous dit beaucoup, le changement climatique, ça coûte très cher, et donc il faut agir dessus pour des raisons économiques. Et on nous dit aussi, c'est une grande idée, le coût de l'action est moins important que le coût de l'inaction. C'est une idée sur laquelle insiste beaucoup l'OCDE. Alors le fait que le coût de l'action est moins élevé que le coût de l'inaction, c'est tout à fait exact. Stern, que vous citiez, Denis, a également insisté là-dessus, mais c'est vrai aussi pour les autres questions environnementales. Aujourd'hui, nous acceptons 7 millions de décès prématurés dans le domaine de la pollution de l'air. Nous acceptons cela. Quel est le coût pour l'économie, en dehors du problème éthique, de ces 7 millions de décès prématurés pour la sécurité sociale des pays concernés, pour les pertes de productivité, etc., de ces 7 millions de décès prématurés? Quel est le coût de l'érosion de la biodiversité, etc. Et donc, ça, c'est un aspect des choses que je n'avais pas pensé à regarder précisément avant de commencer à écrire le livre, mais que j'ai eu l'idée de faire quand même pendant que j'écrivais le livre et qui m'a pris pas mal de temps. Je n'ai pas refait des études moi-même, mais j'ai relu les différentes études qui existaient là-dessus, et en enlevant celles qui ne me paraissaient pas les plus pertinentes, et je me suis rendu compte qu'en fait, ces coûts avaient été très peu comparés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de coûts sur le changement climatique, on les compare les uns par rapport aux autres, on commence à avoir des coûts sur la pollution atmosphérique, etc., mais on compare assez peu. Alors si on compare et qu'on enlève les études atypiques, parce que vous avez des études, par exemple, qui vous expliquent que le changement climatique en fait, va accroître le PIB, et d'autres qui vous expliquent que ça va le diminuer dans des proportions tout à fait invraisemblables. Et les hypothèses qui sont prises, quand on regarde ça dans le détail, sont assez critiquables. Donc si on prend la majorité des études sur le plan mondial, elles vous disent que le coût annuel du changement climatique sera, à partir de dans quelques années, de 1 à 2% du PIB par an. Alors 1 à 2% du PIB par an, ça n'est pas énorme si nous continuons à avoir les taux de croissance économique de l'après-guerre. Nous pouvons le digérer. C'est évidemment énorme si nous avons les taux de croissance que nous avons depuis quelques années. Deuxièmement, dégradation des sols. Dégradation des sols, c'est moins. Donc là, clairement, aujourd'hui, ça coûte moins, même si on a moins d'études, donc elles sont moins fiables, il est possible que ce soit plus. Érosion de la biodiversité, l'étude la plus basse trouve 0,9% par an du PIB mondial, et ça monte jusqu'à 5%. Donc les études sont à mon avis moins fiables, mais on est sur des coûts du même ordre de grandeur. Pollution atmosphérique, 13% du PIB par an. Donc c'est clairement nettement supérieur. Dans le domaine dans le champ de l'Union européenne, j'ai fait le même type de calcul, je trouve pour un objectif de 2 degrés, bien sûr c'est plus si on n'atteint pas les 2 degrés, entre 0,5 et 1,8% du PIB par an du PIB donc de l'Union européenne. Pour les perturbateurs endocriniens, 1,2% du PIB par an, bon, quasiment équivalent. Pour le bruit, c'est beaucoup moins. Et pour la pollution atmosphérique, selon les études, c'est entre 3 et 10% du PIB. Et puis pour la France, j'ai simplement fait la comparaison avec la pollution atmosphérique, où en gros, si vous voulez, on a... sans conteste, je pourrais vous donner les chiffres tout à l'heure si ça vous intéresse, mais je ne veux pas trop vous assommer avec les chiffres, un coût de la pollution atmosphérique qui tourne autour de 100 milliards et qui est nettement plus élevé que le coût du changement climatique. Voilà en gros les éléments sur lesquels je m'appuie pour considérer que, si vous voulez, il n'y a pas suprématie du changement climatique sur les autres questions environnementales. Alors encore une fois, ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, qu'il faut reléguer le changement climatique et qu'il est moins important que d'autres questions d'environnement. Ce que je voudrais simplement mettre en évidence, et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est de montrer qu'on accorde trop d'importance médiatiquement et politiquement à ce sujet,
par rapport aux autres questions environnementales et qui, de ce fait-là, en pâtissent, puisque, par exemple, on réalloue des budgets et un certain nombre de budgets qui allaient à d'autres questions environnementales sont réalloués au changement climatique, etc. Mais alors, bon, juste pour rebondir, après j'ai envie de vous lancer sur les pays en voie de développement, mais juste pour rebondir là-dessus, par exemple, là, effectivement, on a 7 millions de personnes de décès prématurés dans le monde. La Chine, d'ailleurs, s'ils ont pris aussi un peu le taureau par les cornes, c'est parce que ils se sont rendus compte que c'était absolument pas tenable. Pour nous, ça va être à peu près 40 000 ou 50 000 personnes, on va dire, en France. 48 000, oui. 48 000, donc c'est ça. Mais il s'agit quand même bien, globalement, d'arrêter la dieselisation, en quelque sorte. On est quand même sur des énergies fossiles, sur cette affaire-là. Oui, pas uniquement, mais Non, principalement. pas que, principalement, oui. On est d'accord. Si on parle de l'air intérieur, là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour l'air extérieur, c'est quand même ça. Donc, c'est quand même un peu tout bénéfice. C'est-à-dire que si, à la fois, on retire, si on décarbone cette partie de la société, à la fois on va se dire c'est pas mauvais pour le climat et puis en même temps ce sera pas mauvais non plus pour l'air, enfin pour tous ces problèmes-là. Alors maintenant parlons quand même effectivement des pays en voie de développement qui risquent de souffrir quand même davantage des effets du réchauffement climatique. Il faut juste comprendre une chose juste deux notions pour le réchauffement climatique. Ça accentue les extrêmes, c'est-à-dire que les endroits où il fait déjà chaud, il fera encore plus chaud, encore plus sec. Les endroits où il pleut, vous aurez encore davantage de pluie. Bon. Donc on aura sûrement des hivers plus doux, on aura aussi des précipitations plus importantes, parce que d'ailleurs tout ça, c'est quand même une dérégulation du cycle de l'eau. Donc effectivement, amplification des extrêmes. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le réchauffement climatique n'a pas créé des événements supplémentaires. En revanche, ils sont plus forts. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire effectivement sur les pays en voie de développement? Parce que donc tout ceci, on parle d'un réchauffement, on va dire, de 0,85 degrés qui est en train d'augmenter depuis 150 ans. On parle bien de climat et non pas de météo. Mais c'est parfaitement inégal, quoi. On sait très bien qu'aux tropiques, ça va être différent, que dans les pôles, ça se réchauffe beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur les pays en voie de développement? Alors effectivement, d'abord, l'objectif du 2 degrés de réchauffement moyen, il n'est pas uniformément réparti. Il y a des endroits où il fera plus chaud et des endroits où il fera plus froid. Bon, une des hypothèses, qui n'est pas du tout une hypothèse favorite, c'est qu'il puisse faire, du fait du changement climatique, non pas plus chaud mais plus froid en France, si nous avons un certain nombre de phénomènes, inversion de courant, etc., qui font que la France ne bénéficie plus d'effets atténuateurs. C'est-à-dire du Gulf Stream, entre autres. Oui, le Gulf Stream, entre autres, et d'autres hypothèses, et que donc la France aurait le même climat que le Canada. Bon, ce n'est pas du tout une hypothèse privilégiée, mais c'est une hypothèse qui a été utilisée dans certains modèles. À part qu'on est quand même déjà à plus de 1 degré en ce qui concerne la France depuis 150 ans. Hein. On n'est pas loin des 1,5 degré de réchauffement. Oui, oui. Mais pour l'instant, la fonte des pôles est relativement... ce qui font le plus, c'est le pôle Nord. La fonte du pôle Nord ne fait pas monter le niveau de l'océan. Ce qui fera monter le niveau de l'océan, c'est quand fondront le pôle Sud, qui pond moins vite que le pôle Nord, puisqu'il est posé sur la glace est posée sur de la Terre, et le Groenland. Donc c'est le principe du glaçon dans un verre de whisky. Alors, le cas des pays en voie de développement, en effet, est important, parce que plusieurs études montrent qu'ils sont... premièrement, davantage exposés aux effets du changement climatique, ils les subiront davantage, et deuxièmement, évidemment, davantage démunis. Encore que ce point soit à nuancer, parce qu'ils ont également moins de capital productif exposé. Lorsque nous aurons, pour une raison qui n'est pas climatique, de nouveau les inondations de 1910 à Paris, il est évident que les pertes économiques seront beaucoup plus importantes qu'en 1910, puisque la quantité de capital, le stock de capital exposé est beaucoup plus important qu'en 1910. Donc c'est beaucoup plus un problème économique qu'un problème environnemental. Alors, je ne nie pas du tout le fait que la question soit davantage préoccupante pour les pays en voie de développement que pour les pays développés. En revanche, je pense que dans les pays en voie de développement, les autres questions d'environnement sont au moins aussi importantes que le changement climatique et peut-être plus importantes pour eux. Pourquoi ? Premièrement, c'est ce que disent un certain nombre de rapports d'organisations internationales gouvernementales légitimes que j'ai cités tout à l'heure. Je prends un seul exemple, l'OCDE, sur un rapport sur les risques environnementaux auxquels doivent faire face les pays en voie de développement, les classe dans l'ordre suivant.
qui est un rapport récent. Premièrement, exploitation des ressources naturelles non soutenables. Deuxièmement, accès à l'eau, à l'énergie et aux infrastructures de base. Troisièmement, pollution de l'air et de l'eau. Quatrièmement, pauvreté rurale. Et cinquièmement, effet du changement climatique, donc qui n'arrive qu'en cinquième position. Deuxièmement, les causes environnementales de décès prématurés principales, toutes les simulations montrent que entre aujourd'hui et 2050, elles resteront dans ces pays-là la pollution de l'air et la pollution de l'eau, et non pas les effets du changement climatique. Troisièmement, il y a un sujet qui est très important, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui est la dégradation des sols. On a aujourd'hui un tiers des sols mondiaux qui sont dégradés, soit légèrement, soit gravement, y compris de façon irréversible ou à des coûts de restauration qui ne sont pas viables économiquement. Ce qui menace 1,5 milliard d'hommes qui sont en général des gens dans les pays en voie de développement en situation de pauvreté. C'est à tel point vrai que c'est important pour les pays en voie de développement qu'il y a 2 ans, le ministre indien de l'Environnement, comme vous savez, l'Inde est un des pays assez réticents à s'engager dans le domaine climatique, pour des raisons qu'on comprend très bien et qui sont peut-être légitimes de leur point de vue, a pris l'engagement, on parle beaucoup de neutralité carbone, neutralité biodiversité, vous savez sans doute tout ce que c'est, lui il a pris un engagement de neutralité de dégradation des sols en Inde. Il considère que c'est beaucoup plus important d'avoir un engagement de neutralité de dégradation des sols parce que la dégradation des sols en Inde est extrêmement avancée et qu'il est nécessaire de la stopper pour nourrir la population indienne. Il considère que c'est beaucoup plus important qu'une neutralité, qu'un no-net loss en matière de biodiversité ou qu'une neutralité carbone. Donc, les PVD eux-mêmes, et pas n'importe lequel, disent cela. Les ressources naturelles, si je prends l'aspect ressources naturelles biodiversité, sont beaucoup plus importantes dans l'économie des pays en voie de développement que dans l'économie des pays développés, puisque les économies des pays en voie de développement sont beaucoup plus des économies axées sur le secteur primaire. Agriculture, sylviculture, cueillette, et y compris des productions qui ne passent pas par les circuits d'échange monétaire. On considère que ça représente à peu près 2% de la richesse des pays développés et 25% de la richesse des pays les moins avancés. Et puis enfin, j'ai parlé de la pollution de l'air tout à l'heure. Aujourd'hui, les 7 millions de décès prématurés dont j'ai parlé, 90% de ces décès interviennent dans les pays en voie de développement. Les pays développés comme les États-Unis, le Canada ou l'Europe ont énormément amélioré leurs standards de pollution de l'air. Le scandale Volkswagen l'a montré par l'absurde. Je vous rappelle qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu ce scandale, c'est que les standards en matière d'émissions de NOx sont encore plus élevés qu'en Europe, où ils sont déjà très élevés. Et il suffit que vous alliez dans un pays émergent ou dans un pays en voie de développement pour vous rendre compte immédiatement qu'on n'a pas du tout les mêmes standards en matière de pollution de l'air. Donc les coûts pour l'économie, en Inde par exemple, c'est 14% du PIB par an dû à la pollution de l'air, et en Arménie c'est 19% par an, vous vous rendez compte, c'est-à-dire presque 20%. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ces 2 sujets ces 3 sujets même que sont érosion des sols, pollution atmosphérique et amenuisement des ressources naturelles qui sont la base du développement durable de ces pays-là, sont des sujets qui me paraissent au moins aussi importants pour eux, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, que le changement climatique. Mais de toute façon, ça se rejoint malgré tout, parce que la clé de résilience, les gens ne savent pas forcément, mais c'est quand même les sols. C'est-à-dire que ça va se passer comme ça aussi, même pour le climat et pour l'eau. Si vous avez des sols qui tiennent la route, effectivement, ils auront une capacité donc, à encaisser donc, ces chocs thermiques. S'ils ne sont pas bien, ça va être effectivement beaucoup plus dur. Donc dans des coins où déjà le sol est sec, s'il doit être encore plus sec, certes, on peut appliquer du Pierre Rabhi avec de l'agroécologie, mais enfin, malheureusement, c'est pas sur tout le domaine aujourd'hui. Alors, il y a aussi ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Alors là, je vous rassure, parce que tout ceci, donc sujet à questionnement. Donc, vous avez des questions qui sont déjà arrivées, on va les prendre dans quelques instants. Oui, alors ça, dans votre livre, vous prétendez que les politiques climatiques sont défavorables à l'environnement. Ça, c'est intéressant aussi. Comment ça se fait ça ? Oui, ça c'est, je l'avais constaté dans mon vécu, dans mon parcours, et j'étais frappé de voir que ces aspects étaient passés sous silence. Et donc j'ai cherché à le développer, et je ne dis pas que la politique climatique est systématiquement défavorable à l'environnement, bien sûr, mais certaines politiques climatiques, certaines mesures des politiques climatiques peuvent être défavorables à d'autres aspects de l'environnement si on n'y prend pas garde, et
assez souvent et de plus en plus, il y a des arbitrages en faveur de mesures favorables à la lutte contre le changement climatique et défavorables à l'environnement. Je prends quelques exemples en me limitant au cas de la France. Nous avons eu récemment, dans la loi Brottes, qui était une loi qui a été votée en 2013 sur l'énergie, et de nouveau dans la loi sur la transition énergétique en août 2015, 2 amendements à la loi Littoral. Je vous rappelle que la loi Littoral, dont on vient de fêter le 30e anniversaire, est une loi qui a été votée en 1986 à l'unanimité, qui nous est enviée quand même par la quasi-totalité des pays littoraux, parce qu'elle a permis de préserver en France un littoral de qualité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays voisins. Donc normalement, on a cette bande des 100 mètres aussi sur laquelle Alors, on il y a peut la pas bande des 100 construire. mètres, il y a les espaces naturels remarquables, Voilà. il y a les coupures d'urbanisation. Ce n'est pas du tout une interdiction de construire, simplement on doit construire en continuité d'urbanisation ou en hameau nouveau intégré à l'environnement. On a le droit aujourd'hui d'implanter des éoliennes jusqu'à 50 mètres de hauteur. Bon. Au-delà de 50 mètres de hauteur, on n'avait pas le droit pour une raison de réglementation croisée, installation classée pour la protection de l'environnement et loi littorale. Les 2 amendements autorisent l'installation d'éoliennes pouvant aller jusqu'à 150 mètres de haut. La loi littorale qui avait été adoptée à l'unanimité était au départ une loi paysage. L'idée, c'est que sur le littoral, la vue porte loin et qu'on doit donc préserver ces vues, que ce soit de mer, de terre ou à travers les abers, etc. Il s'est trouvé qu'ensuite, cette loi s'est trouvée très utile pour préserver la biodiversité, qui est évidemment très riche sur le littoral, et se trouve maintenant très utile, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, pour préserver des conséquences du changement climatique, puisque tous les endroits qui ne sont pas construits ne seront pas envahis par l'élévation du niveau de la mer. On a eu un exemple avec Xintia, le jugement d'appel est le 4 avril, donc dans peu de temps, et une des raisons pour lesquelles il y a eu la catastrophe de Xintia, c'est parce qu'on avait construit en loi littorale et que la loi littorale donc, n'avait pas été respectée. Donc voilà un exemple où on a, je dirais, sacrifié l'intérêt paysager à l'intérêt énergétique. Était-ce justifié? Parce que vous pouvez me dire, mais oui, mais on a besoin de développement des énergies renouvelables. À mon avis, non. Pourquoi? Premièrement, les communes littorales représentent 3% des communes françaises. Donc on a tout à fait de la place pour mettre des éoliennes ailleurs. Deuxièmement, le réseau électrique ne peut accepter aujourd'hui qu'à peu près 30% d'électricité intermittente. Donc, pourquoi les mettre sur les 3% de communes concernées par la loi littorale? Troisièmement, l'électricité française aujourd'hui est décarbonée à plus de 90%. Donc, là où il y a des progrès à faire, ce sont dans les énergies utilisées par les transports, et pas dans la fabrication de l'électricité française, du strict point de vue de la décarbonisation, évidemment. Donc, nous n'avons pas de bénéfice climatique du fait de l'implantation de ces éoliennes sur le littoral. En revanche, nous avons des effets négatifs sur l'environnement, sur le paysage et sur la biodiversité, puisque ce sont des couloirs de migration pour la vie faune, etc. Je ferai un raisonnement légèrement différent pour les DOM, parce que dans les DOM, premièrement, la majorité des communes sont littorales, donc il est difficile d'implanter les éoliennes ailleurs. Et deuxièmement, l'électricité est, à l'exception de la Guyane, qui est un cas à part, majoritairement d'origine thermique. Donc là, l'implantation des éoliennes c'est ça. fait évidemment une grosse différence et décarbone beaucoup le mix électrique. Donc on peut tout à fait imaginer que dans les DOM, on fasse une exception. Mais là, il y a clairement eu un arbitrage, si vous voulez, qui n'a pas été très favorable. Alors deuxième exemple, dont on a beaucoup parlé récemment. Est-ce que ça, c'était un plaidoyer pro-nucléaire ou pas? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, une éolienne, ça fabrique quoi? Ça fabrique pas de pétrole, ça fabrique de l'électricité. Une éolienne permet de produire de l'électricité au moment où elle peut en produire. C'est une intermittente du spectacle, on est d'accord. Oui. Ça, oui. Tant qu'on n'a pas résolu le problème du stockage, on l'entend bien. Oui. Il faut même d'ailleurs aussi rappeler que pour des grands parcs éoliens, on a souvent, pas tout le temps, mais on a souvent besoin aussi, sans jeu de mots, d'une usine à gaz, aussi pour pouvoir relayer cette affaire-là. Donc Oui. ça, c'est une réalité. Donc, non, le facteur limitant n'est pas là. Le facteur limitant, il est qu'aujourd'hui, imaginons qu'on arrête le nucléaire demain. non, mais ce ne sera pas le cas. Non, mais imaginons Oui. qu'on le fasse. On ne peut injecter dans le réseau électrique que 30% d'électricité intermittente. Et nous avons largement de quoi trouver ces 30%, qui seront d'ailleurs solaires plus éoliens, ailleurs que sur le littoral. Oui.
Donc on peut développer, et moi je ne suis pas du tout contre l'éolien et le solaire, hein, pas du tout, je suis tout à fait favorable au développement des énergies renouvelables, mais je suis pour qu'on trouve des arbitrages et qu'on ne les mette pas forcément dans les endroits qu'on a voulu protéger auparavant. C'est un peu comme lorsqu'on a créé les parcs nationaux, et que quelques années après la création de la Vanoise, il y a eu tout d'un coup un projet de station de ski, vous vous souvenez peut-être du scandale de la Vanoise, et qu'on s'est dit, ah ben oui, mais là, parce qu'à l'époque on n'avait pas pensé qu'on pourrait y faire autre chose, donc on va y faire autre chose, et voilà. Bon, c'est un peu la même logique. Alors deuxième exemple qui est important, donc on en a quand même beaucoup parlé, c'est l'affaire de la pollution de l'air, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était à mon avis un problème plus coûteux en France que le changement climatique et en Europe et dans le monde. On a en France fait un arbitrage au début des années 80, comme vous le savez, vous en parliez Denis tout à l'heure, en faveur du diesel. Bon, il y avait des raisons, il y avait une rationalité à cet arbitrage, hein. Le diesel est plus économe et par ailleurs au litre, il émet moins de CO2. Oui, enfin, il y avait aussi Jacques Calvet, qui était le patron de PSA, oui, qui était des copains de promotion du ministre aussi de l'époque de l'économie, et il fallait relancer aussi le soldat PSA. C'est ce que j'appelle la rationalité. Il y avait une rationalité. Oui, il y avait une rationalité. Okay. Il y avait trois aspects dans cette rationalité qui étaient les économies d'énergie, et incontestablement le diesel était plus économe. Deuxièmement, le CO2, même si c'est apparu que progressivement, et même si à mon avis du point de vue du CO2 c'était plutôt faux, puisque il en consomme davantage au litre, moins au kilomètre, mais davantage au litre. Et troisièmement, une logique industrielle, puisque l'industrie automobile française a peu à peu développé une spécialité là-dedans. Et surtout, le diesel est une hérésie totale sur les petites voitures. Lorsque l'on sait effectivement qu'un diesel va avoir son plein régime uniquement à partir en gros de 40 à 50 km. C'est absolument valable pour évidemment les camions et les grosses charges, c'est incontestable. Mais pour les petites bagnoles, les ingénieurs vous diront c'est quand même une hérésie parce que le temps de chauffer. Enfin, en ville, lorsque l'on ne dépasse pas 10 km, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Oui, bon, en gros, les dispositifs anti-pollution diesel se sont quand même beaucoup améliorés dans les années récentes. Donc le problème est plutôt les vieux diesels, mais qui constituent aujourd'hui la majorité du parc, que les diesels neufs. En tout cas, il est clair que le diesel ne justifie pas le différentiel de fiscalité dont il bénéficie en France, dont je vous rappelle qu'il est d'à peu près aujourd'hui, on a un peu diminué, donc on doit être à peu près 15 centimes d'euros, plus des avantages pour les véhicules de société au diesel qui peuvent déduire la TVA, ce qui n'est pas le cas des véhicules essence, etc. etc. Donc on a aujourd'hui un parc qui est à peu près aux 2/3 constitué de diesel, ce qui évidemment non seulement en fait émet davantage de CO2 au litre, et lorsque vous allez acheter votre carburant, vous n'achetez pas des kilomètres, vous achetez bien des litres. Donc dans un litre de gazole, il y a 15% en plus de CO2, même si vous allez faire plus de kilomètres avec. Mais vous émettez davantage de NOx et de particules fines. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte dans la fiscalité, dans la tarification. Troisième exemple, les énergies renouvelables. On a donc une politique un peu en dents de scie en matière d'énergie renouvelable en France, mais on a voulu relancer. À chaque fois qu'on relance un peu les questions, la politique climatique, ça a été le cas par exemple au moment du Grenelle, on parle de relancer les énergies renouvelables. Trois exemples. L'hydroélectricité, on parle régulièrement de relancer l'hydroélectricité. On oublie de rappeler que la relance de l'hydroélectricité, qui d'ailleurs en fait n'a pas vraiment lieu, pose des problèmes majeurs en matière de biodiversité et serait totalement contraire à la grande percée conceptuelle du Grenelle de l'environnement en matière de biodiversité, qui est la trame verte et bleue. Dans trame verte et bleue, il y a trame bleue, et donc les barrages sont des obstacles qu'on peut aider la faune aquatique à franchir, mais quand même. Alors, c'est vrai que là, on a deux directives européennes après qui sont traduites dans le droit français, mais qui sont contradictoires. C'est-à-dire la directive énergie et effectivement cette directive donc sur la biodiversité. Si vous refaites de l'hydroélectricité, bon, on a harnaché à peu près toutes les rivières donc chez nous en France, mais pour la petite hydroélectricité, c'est peanuts en termes, on va dire, d'électricité. En revanche, effectivement, ça fait des dégâts parce que la rivière ne pourra pas être fluide et c'est ça que l'on souhaite. Il y a en effet une directive européenne là-dessus. Et donc, quand on parle de ça, les seuls à protester, ce sont les pêcheurs, qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est relativement symbolique parce que comme 95% du potentiel français est équipé, mais simplement, je prends cet exemple pour montrer qu'on ne pose pas l'équation en montrant avantages et inconvénients de cette relance. Deuxième exemple qui est encore plus frappant, la relance des biocarburants, dont on sait bien qu'ils ont un bilan environnemental qui n'est pas très favorable
qui coûtent très cher en termes de dépenses fiscales à l'État et donc aux contribuables, et que leur bilan carbone lui-même n'est pas favorable si on compte ce qu'on appelle le changement d'affectation des terres, c'est-à-dire le fait que, assez souvent, pour cultiver des biocarburants, eh bien, soit on retourne des prairies, qui sont des milieux extrêmement riches, comme vous savez, soit on déforeste dans les pays qui ont des forêts tropicales. Et donc, même, il faut en général 20 à 30 ans d'utilisation des biocarburants pour rembourser la dette carbone du déstockage qui a permis l'utilisation de ces biocarburants. Alors que ce sont des puits de carbone, hein, que ce soit d'ailleurs aussi Oui. les prairies, quand elles sont très bien menées, on s'en est rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, mais les forêts, on le savait déjà, les océans, bien sûr, mais les prairies aussi sont de formidables puits de carbone. Oui, et puis ce sont, si vous voulez, dans une prairie, vous avez 60 à 80 espèces végétales différentes. Dans un hectare de maïs, vous avez 3 espèces végétales différentes. Donc, et les prairies, ce sont clairement aussi des amortisseurs de choc thermique, c'est-à-dire qu'elles permettent de résister beaucoup mieux au changement climatique. Elles filtrent les pollutions. Ce sont des éponges qui absorbent l'eau, enfin elles ont des fonctions énormes, et malgré ça, on a retourné un nombre considérable de prairies en France, comme en Europe d'ailleurs, depuis la Seconde Guerre mondiale. Troisième exemple dans le domaine des énergies, le solaire photovoltaïque. Bon, moi je suis très favorable au développement du solaire photovoltaïque, surtout quand c'est intégré au bâti. Quand c'est au sol, ça pose déjà davantage de problèmes parce qu'on déforeste en ce moment un certain nombre d'endroits en France et ailleurs pour implanter ces parcs. Mais quand c'est intégré au bâti, ça ne pose aucun problème. Simplement, quel est l'avantage ? Si vous calculez le contenu en CO2 d'un kilowattheure produit à partir d'un panneau photovoltaïque installé en France, qui en général est produit en Asie, voilà, en Chine et acheminé. Et donc en analyse de cycle de vie, donc en comptant la totalité, la production, le transport, l'installation et la destruction. Vous avez un contenu de 75 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Le kilowattheure moyen d'électricité en France aujourd'hui a un contenu de 79 grammes de CO2. C'est-à-dire que vous n'améliorez pas, c'est la marge d'erreur, vous n'améliorez pas par l'implantation de panneaux photovoltaïques la décarbonisation du mix électrique français. Non, mais on est quand même très loin des 1000 grammes, on va dire, par kilowattheure de charbon, du pétrole aussi qui est pas loin, et du gaz, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison sur la moyenne, mais lorsqu'on aura, on va dire, des rendements supérieurs, ce qui n'est pas encore le cas, mais sur les panneaux photovoltaïques, ça va devenir plus intéressant. Et lorsque l'on va avoir des pots qui vont être mises sur nos fenêtres aussi pour capter de l'énergie, là, ça va être beaucoup plus intéressant encore. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Oui, mais d'accord. Mais faut-il donc se lancer dans la mise en place à grande échelle d'une technologie qui n'est pas mûre et qui progresse encore très vite ? Moi, il y a des tas de technologies où on attend davantage. Alors, si on compare cette situation que je viens de vous exposer à trop grands traits peut-être avec celle de l'Allemagne, la situation est très différente parce qu'en Allemagne, dont le mix électrique est complètement différent, le contenu du kilowattheure moyen en Allemagne, il est de 461 grammes. Donc l'Allemagne a évidemment entièrement raison dans la politique qu'elle conduit en ce moment. Même situation en Grande-Bretagne, même situation en Espagne, même situation en Italie, etc. Mais la France comme la Suède, qui sont les deux pays européens où le contenu en CO2 du kilowattheure est le plus bas, aujourd'hui ne bénéficient pas en termes de diminution plus importante de leur contenu carbone, de l'implantation d'énergie renouvelable. La bonne politique, en fait, ça aurait été l'inverse de ce qu'on fait. C'est-à-dire, ça aurait été, si vous y réfléchissez bien, parce qu'il ne faut pas raisonner en termes nationaux sur un enjeu climatique qui est en fait un enjeu mondial, ça aurait été... Pourquoi est-ce que cette situation se produit comme ça ? C'est parce qu'on fabrique les panneaux photovoltaïques dans un endroit où l'électricité est très carbonée. Puisque l'électricité chinoise est très carbonée. On a délocalisé fabriquée par les centrales CO2, thermiques. Si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire que si on avait converti la rente nucléaire française, la rente en termes d'électricité décarbonée, pas en termes financiers, en fabriquant en France, c'est-à-dire en ayant en France une filière de fabrication d'énergie, de panneaux photovoltaïques solaires ou d'éoliennes, et qu'on avait exporté ces panneaux vers des endroits très ensoleillés, qui ont aujourd'hui un mix très carboné comme le Moyen-Orient, l'Australie, etc., là, on aurait eu une amélioration très importante pour le climat mondial. Mais du fait du coût de la manœuvre, on ne peut pas le faire. Donc on a cette situation qui, en fait, n'est pas une situation favorable pour le climat mondial. Il aurait fallu faire l'inverse. Dernier exemple,
Donc, la France est très fière de son TGV. Bon, les lignes à grande vitesse, incontestablement, c'est un progrès technique, etc. C'est un progrès technique qui a des limites, puisque aujourd'hui, vous connaissez la situation de la SNCF, une dette de 40 milliards, des prix qui ne cessent de progresser, des prix qui ne cessent de progresser aussi, des prix du TGV qui font que c'est devenu un mode de transport qui n'est plus démocratique, une politique qui a consisté à délaisser totalement, depuis plusieurs décennies, le fret routier, qui se retrouve donc sur les routes, avec une pollution donc atmosphérique accrue, des risques d'accidents accrus, etc., et également les lignes secondaires. Un coût aujourd'hui du kilomètre qui est à peu près de 25 millions d'euros, et un coût à la minute gagnée qui est de 100 à 200 millions d'euros. Bon, est-ce qu'une minute de temps gagné vaut vraiment 100 à 200 millions d'euros alors que... Ils sont en train de se calmer, là, d'ailleurs, de ce côté-là. Oui, ils sont en train de se calmer, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils ont plus de sous. Bon. Mais du point de vue de l'environnement, si vous voulez, en dehors de ces aspects financiers, il y a deux choses qui ne sont pas dites. C'est qu'au moment du Grenelle, par exemple, on a annoncé, comme étant très favorable à l'environnement, la relance de 2000 km de LGV à horizon 2020, on était en 2008 à l'époque, plus 2500 après, c'est-à-dire 4500 km en plus. Premièrement, ces 4500 km constituent ce qu'on appelle des infrastructures linéaires, infranchissables à une partie de la faune, notamment les mammifères. Bon, donc c'est totalement contraire à une autre grande priorité du Grenelle de l'environnement qui était la trame verte, trame bleue. Bon, cette contradiction n'a pas été soulevée à l'époque. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire certaines lignes LGV pour des raisons d'aménagement du territoire ou autres. Et par ailleurs, en termes de coût-avantage, le coût à la tonne de CO2 évité par un TGV construit est de à peu près 900 € la tonne de CO2. On a des manières d'économiser le CO2 à 5 € par la déforestation évitée, le reboisement, et à 10, 20, 30, 40 € par des mesures d'économie d'énergie. Donc en termes de coût-efficacité, ça n'est pas une mesure efficiente. Voilà, bon, ça c'est intéressant parce que là vous avez quand même bien potassé donc, les chiffres. Alors bon, on va passer quand même à vos questions. J'en ai plein, mais de toute façon, elles vont recouper aussi celles qui sont là, et puis c'est votre manifestation. Alors, nous avons, on les prend dans l'ordre. Alors, le bois, là on n'en a pas trop parlé. Est-ce que c'est une solution donc, pour le bâtiment en vue de lutter contre la pollution donc, de CO2 ? Bon, on sait très bien que le bois donc, est quelque chose de neutre, donc qui va stocker le CO2, puis après, simplement, lorsque vous le relarguez, je ne sais pas, sous forme de combustion, là c'est autre chose, mais en tout cas c'est un élément qui est neutre. On a de mémoire 4 à 5% des bâtiments qui sont en bois aujourd'hui, donc en France. Je parle en France, donc effectivement c'est encore extrêmement faible. Le bois pour vous, vraie solution pour lutter contre la pollution, pour le CO2 ? Ben oui, vous avez dit les principaux éléments. Le bois, en effet, a l'avantage de stocker du CO2 lors de sa croissance. Hein, donc le puits à carbone des forêts est considérable. Il est variable d'ailleurs selon le type de forêt. Hein. Ce sont les forêts tropicales qui stockent le plus, les forêts boréales stockant davantage dans les sols et les forêts tropicales davantage dans la biomasse forestière, les forêts tempérées étant entre les deux. Et ensuite, évidemment, ce carbone stocké est conservé si le bois n'est pas brûlé ou n'est pas décomposé. Donc à partir du moment où il est utilisé dans la construction ou ailleurs, c'est une bonne chose. J'en profite d'ailleurs pour dire que les chiffres que vous avez cités sont valables pour la France et l'Europe, mais si vous allez vers un pays dont on dit tout le temps qu'il est un mauvais élève en matière d'environnement et qui s'appelle les États-Unis, les proportions sont totalement différentes. Hein. Oui. On a une proportion des constructions en bois qui est considérable. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà. Donc c'est au moins 4 fois. Oui. Donc c'est un élément. Ils le mettent pas tellement en avant, mais c'est un élément en effet très favorable à leur politique climatique, de leur politique climatique. Faisons un petit tour en Chine à présent. Donc les centrales à charbon et le chauffage sont beaucoup plus dangereux que les autos dont le parc est non diesel. Donc point d'interrogation. Alors il est vrai que le cher coup de grisou, etc., donc chez nos amis donc, chinois, ça a quand même fait 20 millions de morts, hein, tout ça. Donc
c'est pas neutre du tout. Et effectivement, donc, comme ils ont remplacé, il y a un truc qui était formidable, hein, il s'appelait le vélo. C'est un truc qu'on commence à retrouver aussi. Ça semblait complètement ringard, etc. Et tout ça. Donc Pékin terminé. Ils ont remplacé les vélos par les voitures. Il faut que tout le monde ait une bagnole. À part qu'aujourd'hui, alors effectivement, a priori, le parc doit être non diesel, me semble-t-il. Mais ça, j'en suis En Chine. Ouais. Alors la Chine, comme d'autres pays hein, d'ailleurs, ont une politique assez maligne en matière automobile, c'est qu'ils adoptent les normes euro. Oui. Donc avec un peu de retard sur l'Europe. Donc ils en sont, je ne sais plus s'ils sont à Euro 4 ou Euro 5, ce qui est une manière en fait, je le dis plus bas, de lutter un peu contre les importations de voitures américaines. Hein. C'est une forme de protectionnisme. Mais nous, ça nous bénéficie bien en tant qu'Européens, et c'est aussi une manière d'avoir des standards environnementaux qui sont de bonne qualité. Et comme les normes euro prennent de plus en plus en compte, enfin s'appliquent de plus en plus aux véhicules diesel et peu à peu prennent de plus en plus en compte d'autres polluants, globalement c'est plutôt positif. Mais il est clair qu'en Chine, le problème principal est celui qui a été cité par la personne qui a posé la question. Oui. Alors, donc, si on revient évidemment sur le nucléaire, donc 5 ans, ça c'est Fukushima que l'on fête donc aujourd'hui. Bientôt, donc au mois de mai, ça va être donc les 30 ans de Tchernobyl aussi. Dans quelle mesure la dépollution des sols ou des sites serait possible dans ces endroits-là? Donc, je pense que c'est un petit peu le sens de la question. Chez nous, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Les sols pollués, ça a été donc le Nord-Pas-de-Calais qui est la région la plus touchée. Après, évidemment, c'est la Lorraine, donc tous les pays industriels. Mais en ce qui concerne donc des coins comme Fukushima, qu'est-ce que l'on peut dire Sur Fukushima, je crois qu'on peut rien dire. Je ne pense pas qu'on puisse dépolluer à courte échéance. On sait très bien que le problème de ce genre de pollution, c'est la durée de vie et qu'il faut laisser ça en l'état. C'est le problème de l'irréversibilité, en tout cas à échelle humaine, de ce genre de pollution, qui pose évidemment encore plus de problèmes dans un pays où il y a une densité démographique et un relief compliqué comme le Japon. Sur les autres types de pollution du sol, c'est un problème majeur. On a 500 000 sites pollués en France. Et avec la politique qu'on a, qui est une politique non rationnelle d'usage du foncier, de gaspillage du foncier, il va évidemment falloir de plus en plus qu'on réutilise ce sol pollué ou ces sites contaminés. Et la politique actuelle ne le facilite pas parce que on a une fiscalité qui favorise la détention du foncier et pas sa transmission. Il faudrait que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait que détenir un site pollué coûte cher et que le transmettre ne coûte pas cher. Aux États-Unis, vous avez tout un secteur qui s'est créé sur la dépollution des sols, puisqu'on a des phénomènes d'étalement urbain qui sont encore plus importants qu'en Europe, nettement plus importants même, et donc on a assez fréquemment d'anciens sites industriels qui sont absorbés et entourés par des villes et qui peu à peu sont abandonnés. Donc ils sont rachetés une bouchée de pain par des sociétés qui sont spécialisées dans ce type d'opérations financières et foncières, dépollués par des sociétés spécialisées pour une fortune et revendus une fortune parce que très bien situés. L'économie de ce genre de projet, ce genre de business model est possible évidemment en fonction du niveau de pollution, il ne faut pas qu'il soit maximal, et de l'emplacement de l'endroit, et avec des phénomènes de limitation, de garantie de responsabilité pour le cas où on trouve des choses qui n'ont pas été celles qui ont été diagnostiquées. Enfin, il y a des tas de systèmes, et on est beaucoup plus précautionné en France, et donc ce secteur n'a pas encore décollé. Étant entendu que de toute façon, on peut mettre sur ces endroits-là des choses qui ne sont pas forcément des garderies ou des maternités, mais par exemple des entrepôts logistiques ou des choses comme ça où la présence humaine est moins fréquente. Alors, donc, il y a pas mal de questions. On va toutes les passer. Je voudrais juste en prendre deux. On essaie de répondre assez rapidement. Ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir de la confusion. Le changement climatique est-il la cause principale des problèmes d'environnement? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Vous voyez, donc, en même temps, l'être humain, effectivement, avec donc, son excès de CO2, qui au départ n'est pas un polluant. Hein. Sans CO2, on vivrait les uns les autres, si vous voulez, par moins 18 degrés. Hein. Donc, il ne faut jamais oublier ça sur la Terre. On a déréglé le thermostat de la planète. C'est-à-dire que les choses sont allées évidemment beaucoup plus vite. Maintenant, ça a été donc, il y a eu toutes les polémiques que l'on veut.
maintenant, c'est quand même des faits établis. Mais, donc, le changement climatique est-il la cause principale des problèmes environnementaux? A priori, la réponse est non, mais bon, je vous en prie. Alors, le CO2 est-il un polluant ou non? Débat compliqué. Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que non. Mais il y a des avis opposés. Si on prend la déforestation, c'est pas le réchauffement climatique. C'est-à-dire Oui. que les gens déforestent et ça va accélérer le réchauffement climatique. Oui, mais juridiquement, il a été considéré comme un polluant par la Cour suprême des États-Unis. Donc le droit, ça compte malgré tout, puisque c'est en vertu de ça que, suite au refus du Congrès américain, l'administration américaine a pu prendre des mesures, l'EPA américaine a pu prendre des mesures. Moi d'ailleurs, j'étais surpris personnellement par cette décision de la Cour suprême, qui est évidemment favorable en termes environnementaux, mais qui pouvait être contestée du point de vue juridique. Alors, cause ou conséquence, c'est une bonne question, parce qu'évidemment, c'est les deux. Le changement climatique a les effets qu'on sait sur la migration des espèces, par exemple, vers le nord ou en altitude. Et si cette migration est lente, ça va, les espèces ont le temps de s'adapter. Si cette migration est trop rapide, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. Et on commence déjà à avoir des études sur des exemples. Si vous voulez, je prends un exemple très simple de la faune de notre époque, de notre région, pardon, et de notre époque. Les biches mettent bas en moyenne une demi-journée plus tôt par an, depuis quelques années. La chèvre, qui est donc la femelle du chevreuil, ne le fait pas. Or, le chevreuil est considéré comme un animal plus intelligent que le cerf. Donc c'est un phénomène biologique. La raison est problématique parce que les plantes dont la chèvre a besoin pour mettre bas, dans de bonnes conditions, ne sont pas là au bon moment. Ce qui fait que la fécondité de la chèvre diminue, ce qui n'est pas grave parce qu'elles ont un dynamisme démographique assez important. Il y a en moyenne deux petits par chèvre, exceptionnellement 3, quelquefois 1. Bon, il n'y en aura plus 3, on va passer à 2 et éventuellement entre 1 et 2. Bon, alors que la biche est adaptée. Donc il y a des espèces qui savent s'adapter plus facilement que d'autres. Ça a été tout le temps comme ça dans l'évolution. Et le problème, là, c'est la rapidité de l'évolution. Évidemment, on entend beaucoup dans les médias dire que le changement climatique est la cause de l'érosion de la biodiversité et la cause des autres problèmes d'environnement. De mon point de vue, c'est évidemment faux. L'érosion de la biodiversité, le changement d'affectation des sols, la déforestation, c'est 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est absolument majeur. Et c'est ça qui est le plus facile et le moins coûteux de freiner. L'épuisement des stocks halieutiques, ce n'est pas du tout dû au changement climatique, c'est dû à la surpêche. Les pollutions chimiques, c'est dû au rejet chimique. Le trou dans la couche d'ozone, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Les invasions biologiques peuvent être favorisées par le changement climatique, oui, mais sont essentiellement dues à la mondialisation, au transport par les ballasts des eaux de navires, etc. etc. Et l'artificialisation des habitats, l'étalement urbain, la disparition des habitats, qui est quand même la principale menace et la principale cause de régression de la biodiversité, n'a rien à voir évidemment avec le changement climatique. Alors, on va passer, si vous le permettez, maintenant donc, à notre séance aussi d'interactivité. J'oublie pas les autres questions. Taxe carbone, il y en a plein là, qui sont très bien. Vous touchez absolument à tout. Vous les avez donc là. Le poids de l'immobilier dans le bâtiment, dans le réchauffement climatique, je vous le fais très très simple. En gros, le bâtiment, c'est 45% de l'énergie que nous consommons et ça donne 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas neutre. Donc effectivement, c'est pas neutre. Aujourd'hui, c'est quand même un poste extrêmement important. Le premier étant globalement dans le monde, ça va être les transports, si je dis pas de bêtises. En France, c'est 28% transport et on est nettement en dessous pour le résidentiel. On est autour de 20%. C'est 20%. Donc le fait d'avoir donné la priorité, on a donné la priorité à deux secteurs en France, qui sont l'énergie et le logement, n'est pas rationnel. On a donné la priorité aux deux qui étaient les plus faciles et où on avait le plus envie de le faire en fait. Mais il aurait été rationnel de donner la priorité aux transports, d'autant plus que les transports, depuis 2-3 ans c'est moins vrai, mais les transports continuent à augmenter. Voilà, mais simplement on sait mieux faire dans le domaine du logement que dans le domaine des transports. Pour notre interactivité, vous avez entre les mains donc merveilleux petite smartphone ou tout ce que vous voulez. Donc il y a un bouton. Rappelez-moi parce que moi je l'ai pas là sur le bouton, c'est interactivité et normalement il est rouge. Normalement c'est ça. Hein, bon. Et donc derrière après, voilà. Alors. Et on y va. Alors de ces batailles environnementales, laquelle
Laquelle vous semble être traitée en priorité par les États, les médias ou les ONG? Alors, ouais, c'est votre vote effectivement qui ressort. Changement climatique. Donc, de ces batailles environnementales, laquelle vous semble le plus en priorité par les médias ONG? Alors, Guillaume, là-dessus, sur ce thème-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Là, effectivement, on en arrive d'ailleurs aussi aux médias qui se sont bien jetés là-dessus. Ça évolue au fur et à mesure que ça s'affiche, donc je suppose que les gens continuent à voter. Donc c'est ceux qui sont les plus gros qui sont Ouais, c'est ça, qui ont la préférence. D'accord, hein. donc le changement climatique continue à être prioritaire. L'érosion de biodiversité a l'air d'être second. Ressources en eau a l'air d'être troisième. Oui. Et puis ensuite, on a les liens santé-environnement, qui est un sujet transversal, qui regroupe un peu les autres, en fait. Dégradation des sols, pollution de l'air. Donc la pollution de l'air, malgré les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, continue à être considérée comme très très mineure, les 7 millions de morts et le coût par rapport au changement climatique. Alors peut-être parce que nous, c'est 45 000 et qu'on ne s'en rend pas bien compte. Oui, peut-être qu'il y a un tropisme. Mais même 45 000, on n'a pas, même 48 000, on n'a pas 48 000 décès prématurés du fait du changement climatique en France par an. Non. Enfin, vous faites le même truc en Chine, à mon avis, ça va être plus fort peut-être. Enfin, bon, ça, on verra. Voilà, donc ça, c'est la première. Et par rapport à cette question, la ressource en eau, on n'a pas de problème en France. La dégradation des sols, on en a un peu, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Donc, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une contextualisation française des réponses. Les gens ne connaissent pas grand-chose sur la flotte. Ça, soyons très clairs. Vous faites un repas, entre vous, copines, copains. Qui parle de l'eau? Non, pas du tout. Passe-moi le vin. Enfin, non, mais en gros, c'est ça. On a quand même des masses d'eau, si vous voulez, qui sont à peu près sur un tiers, qui sont pas, enfin même un peu plus, qui sont pas forcément en très très bon état. C'est-à-dire que comme on est des enfants gâtés, c'est vrai qu'on a un pays tempéré. On a cette chance inouïe d'être dans un pays tempéré. Donc de l'eau, on va dire que l'on en a. Alors donc il y a évidemment le bras régalien qui sont les agences de l'eau qui font un formidable boulot. Après, on peut discuter des répartitions, etc. là-dessus. On a ce qu'on appelle délicieusement les pollutions diffuses. Les pollutions diffuses, c'est l'agriculture. Là, ça pose un problème, effectivement. C'est-à-dire que là-dessus, c'est nous, en tant que citoyens, qui payons la pollution du domaine agricole. Qui est derrière. C'est encore une autre forme de subvention en plus de la PAC. Bon, il faut juste le savoir, mais ça n'émeut pas effectivement beaucoup de personnes. On y va pour une deuxième question. Ce qui apparaît quand même là, c'est le poids donc, du message médiatique. On voit bien que c'est la prégnance médiatique sur les changements climatiques qui, malgré tout, reste la plus forte. Parfait. Il y en avait une autre ou pas de question? Donc, non, il y avait celle-là qui effectivement ressortait, donc très très bien. Allez. Alors, ouais, donc c'était ça, donc on a bien vu que ça ressortait. Pourquoi en fait les médias se sont emparés de ça? Moi, lorsque j'ai commencé, il y a 25 ans, une émission qui s'appelle donc CO2 de mon amour le samedi après-midi, les gens ne faisaient pas, si vous voulez, la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Je dis ça très souvent, mais c'est la réalité, quoi, voilà. C'était pour montrer un peu notre addiction, si vous voulez, que l'on avait donc au pétrole. Mais là-dessus, on était, on était 4, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est emparé de cela? Parce que c'était plus simple à comprendre? Parce que c'était quoi? Non. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, à la fin des années 80 et au début des années 90, les gens ne faisaient pas la différence entre le trou dans la couche d'ozone et l'effet de serre. C'était totalement confondu, y compris à des niveaux culturels importants. Trou dans la couche d'ozone, dont d'ailleurs on ne parle plus. Alors c'est vrai que ça a été un des succès de la diplomatie environnementale. Il n'est pas pour autant résolu, même si les choses s'améliorent un petit peu. Pour moi, c'est un mystère. Je ne pense pas que ce soit du tout plus simple, parce que expliquer que du fait du changement climatique, il risque de faire, qu'on appelle en fait à tort réchauffement, il risque en fait de faire plus froid dans certains endroits, c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre pour le commun des mortels, alors que par exemple l'érosion de la biodiversité ou les décès dus à la pollution atmosphérique, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont des choses qui semblent plus simples à comprendre par le commun des mortels. Donc je ne pense pas que ce soit ça l'explication. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie des médias un effet d'ancrage, c'est-à-dire que lorsqu'un sujet est dans une boucle médiatique, il a tendance à y revenir, et même quand il en sort, à y revenir plus facilement et plus rapidement qu'un nouveau sujet qui n'est pas encore rentré ou qui reste à la périphérie. Et donc il y a un effet de redondance. Moi j'ai été assez frappé, par exemple, parce que j'ai dit tout à l'heure, les commentaires sur l'encyclique du pape, qui ont considéré que c'était une encyclique sur le climat, alors que ni le titre, ni le contenu, ni la structuration
reflète ça. Et on a beau avoir des rapports officiels qui expliquent que le changement climatique n'est pas forcément le problème numéro un, les médias et l'opinion publique continuent à raisonner comme si c'était le cas. Nous avons, pour prendre Si on l'exemple... peut mettre un chiffre peut-être plus facilement, on va dire. Non, mais pour prendre un exemple tout simplement dans l'actualité française, sous le quinquennat actuel, nous avons 2 grands projets de loi qui ont été travaillés par le gouvernement et qui ont été votés pour l'un et qui est en train d'être votés pour l'autre par le Parlement, l'un sur la transition énergétique, l'autre sur la biodiversité. Ce sont 2 projets de loi importants. Celui sur la biodiversité recueille à peu près 10% de la surface médiatique de l'autre. Donc ça, c'est net. Oui. Tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, c'est important, la taxe carbone. Alors, Oui. effectivement, donnons un prix aux choses qui fâchent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble donc intéressant ? Alors, la taxe carbone, là, c'est une question difficile parce que je risque je suis bien sûr pour ce qu'on appelle tarifer les externalités. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une externalité, c'est un coût qui est infligé à la société, à la santé, à la nature, à l'environnement ou à autrui et qui n'est pas supporté par l'agent qui cause ce coût. Donc, si les externalités étaient résolues, il n'y aurait quasiment plus de problème d'environnement. Donc, l'effet de serre est une externalité globale. Donc, il est certainement utile de la tarifer. Néanmoins, j'éprouve une réticence par rapport à la taxe carbone. Pourquoi ? Alors d'abord, c'est très prétentieux de ma part parce que beaucoup d'économistes, et les plus importants des économistes, y compris notre prix Nobel français Jean Tirole, se sont prononcés en faveur de la taxe carbone. Donc je n'ai certainement pas la prétention de rivaliser avec eux en termes de technicité économique. Mes réticences sont de 3 ordres. La première est que pour que ça marche, et ça les économistes sont d'accord avec ça, il faut que le taux de la taxe soit le même partout dans le monde. Oui, ça bon. c'est sûr. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on va arriver à fixer un taux de taxe qui sera le même au Malawi et aux États-Unis. Hein, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, les niveaux de prix ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que ça serait une ponction considérable sur les pouvoirs d'achat et la compétitivité des pays africains, par exemple. Mais est-ce qu'on peut le moduler en fonction, évidemment, en sachant que l'Australie, par exemple, balance 20 tonnes de CO2 par habitant, le Canada aussi, nous on en fait 9. Enfin, vous voyez, donc... Enfin, par exemple, le Nigeria paierait beaucoup, tous les pays très peuplés paieraient beaucoup. bien sûr, on est d'accord. Voilà. L'équité en prend un coup, on est bien deuxièmement, ça veut dire aussi que les pays très étendus, par exemple comme le Chili, hein, où les transports sont évidemment très importants, payent davantage que les pays ramassés comme la France. Bon. Mais pour en sortir, comment on fait ? Donc, même dans des zones économiques comparables, prenons l'Union européenne, qui est quand même la zone euro, qui est quand même un espace économique où les pays ont un niveau de vie comparable, etc. Bon, en France, où on a enfin réussi à avoir une forme de taxe carbone, elle doit être à peu près, depuis janvier, à quelque chose comme 22 €. En Suède, on est à 110. Bon, donc 5 fois plus. Donc vous voyez que même au sein de la même zone économique, on n'y arrive pas. Bon, ça c'est la première raison pour laquelle je suis un peu perplexe. La seconde raison pour laquelle je suis perplexe, c'est que il me semble qu'avant d'instituer une taxe carbone, il y a une première étape à franchir qui est de diminuer ou d'éliminer les subventions publiques aux énergies fossiles. Oui. Je ne vois pas très bien l'intérêt d'instituer une taxe carbone si on ne s'est pas d'abord attaqué à ces subventions. Ces subventions publiques aux énergies fossiles, c'est 550 milliards de dollars par an. Donc on peut très bien instituer une taxe de 5, 10, 15, 20 ou même 100 dollars la tonne. Si on continue à avoir 500 milliards de dollars de subventions publiques aux énergies fossiles, les deux effets s'annuleront. Et la troisième raison pour laquelle je suis perplexe, c'est que s'il faut tarifer les externalités, il faut tarifer aussi les autres externalités. Il ne faut pas s'arrêter au CO2. Or, les études économiques montrent, ce qui d'ailleurs confirme ce que je disais tout à l'heure, que les externalités dues à la pollution atmosphérique sont plus élevées que l'externalité carbone. Donc, si on tarifait les externalités dues à la pollution atmosphérique, on aurait des prix plus hauts si on intégrait ça dans les prix que si on avait la seule taxe carbone. Voilà. Non, mais le coût des externalités, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous payons les uns les autres pour les cancers du poumon liés au tabac. Vous voyez, donc c'est ça aussi. Ça, c'est donc la population globale qui le paye. Et pour les pollutions, ça a toujours été comme ça.
Socialisation effectivement des emmerdements et privatisation des bénéfices. C'est pas nouveau, mais je veux dire que c'est quand même une réalité aujourd'hui et c'est aussi valable dans le domaine environnemental. Ce que je vous propose, lesquels préférez-vous un peu choisir? Parce que je sais qu'on va pas pouvoir forcément peut-être toutes les balayer, mais on peut y aller. Très rapidement, l'éolien offshore, oui, est une atteinte au paysage, bien sûr, paysage maritime, mais aussi sûr. Paysage littoral s'il est visible de la Terre. Alors ensuite, il y a des tolérances qui sont plus ou moins fortes par rapport à l'éolien. Le débat qu'on a sur éolien et paysage en France, qui est très vif, n'existe pas en Espagne. Moi, je suis assez frappé à chaque fois que je vais en Espagne. C'est pas un problème pour eux. Énergie renouvelable et terres rares, bien sûr, sujet important, puisqu'on a besoin des terres rares pour la fabrication des matériels d'énergie renouvelable. Et comme 90% par les Chinois à peu près, me semble-t-il. Oui, Chinois et quelques pays un peu exotiques, oui, donc on a un vrai problème. La question de l'explosion démographique, oui, bien sûr, elle est posée. Alors ça, c'est un des grands défauts de l'encyclique du pape dont je parlais, c'est qu'il ne pose pas cette question-là, parce que ça reste une question taboue pour la religion catholique. Alors, non, simplement peut-être sur la surpopulation. Aujourd'hui, c'est plus du tout effectivement tabou dans le monde. Au-delà effectivement du côté religieux, au-delà des pays. Alors vous avez aujourd'hui deux enfants et demi de mémoire par femme dans le monde. C'est 2,5. À côté de ça, si vous allez en Inde ou en Afrique subsaharienne, là on en a plus de 5. Si nos modes de vie sont les mêmes que ceux que nous avons dans les pays occidentaux, ça ne tient pas. En revanche, si on a des modes de vie qui sont différents, est-ce qu'on est prêt à les négocier? C'est pas gagné. Les choses peuvent tenir autour de 9 à 10 milliards d'individus sur Terre. Mais ce n'est pas du tout les mêmes modes de vie. Voilà, juste ce que l'on peut répondre très rapidement. Les politiques focalisées sur énergie, climat, bâtiment, oui, bien sûr qu'elles sont efficaces. Il faut bien sûr qu'elles tiennent compte des autres enjeux. Alors, elles posent plein de problèmes. Elles posent des problèmes, par exemple, envers les monuments historiques, qui ne veulent pas de l'isolation par l'extérieur, problème d'esthétique. Elles posent des problèmes en termes d'air intérieur. Si on ne travaille pas aussi sur la question de l'air intérieur et qu'on a une aération qui se fait mal, c'est clairement pas suffisant, etc., etc. Bon, le poids de l'immobilier et du bâtiment, il est très différent. Il est très différent selon les pays. On a déjà un peu parlé tout à l'heure. Le jugement sur la politique française de lutte contre le réchauffement climatique. Cette politique a des bons côtés. La France est déjà un bon élève. 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour 4% du PIB, donc nous sommes une économie extrêmement efficiente. Nous sommes une des économies les moins émettrices en gaz à effet de serre au monde. Donc, faut-il en faire la priorité environnementale ? Il y a des pays où, oui, en Allemagne, ils sont beaucoup moins bons que nous. En Chine, ils sont beaucoup moins bons que nous. Donc, en gros, on est dans une situation dans le monde où les pays qui devraient faire du changement climatique leur priorité environnementale ne le font pas. Et ceux qui le font ne devraient pas forcément le faire. Le changement climatique est le seul domaine environnemental où la France ne soit pas en procédure d'infraction devant la Commission européenne. Nous sommes un des meilleurs élèves dans ce domaine. Bon, nous sommes en infraction sur l'eau, sur l'air, sur les sols, sur la biodiversité, sur les études d'impact, sur l'évaluation environnementale, pas sur celui-là. Nous avons la deuxième électricité la moins carbonée après la Suède, etc., etc. Bon. Par ailleurs, on a privilégié en France les énergies renouvelables sur les économies d'énergie, ce qui, à mon avis, est une erreur, parce que les économies d'énergie sont davantage intensives en emploi et peuvent s'appliquer à tous les secteurs, alors que les énergies renouvelables ne concernent que l'électricité et donc pas les transports. Et par ailleurs, les énergies renouvelables creusent le déficit de la balance commerciale, puisqu'il faut importer les matériels, puisqu'on ne les fabrique pas en France, alors que les économies d'énergie diminuent le déficit de la balance commerciale, puisque ça diminue les importations d'énergie fossile. Il nous reste 5 petites minutes à peine. Oui. Préserver et utiliser, on va revenir sur la COP, mais préserver et utiliser la nature pour atténuer ou s'adapter au réchauffement climatique, un moyen de faire une pierre deux coups. Oui, enfin, je vous parlais des sols, on l'a bien compris, clé de résilience, mais évidemment que si aucune civilisation, si vous voulez, ne peut tenir le coup si elle a une biodiversité qui ne tient pas la route.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout s'est construit, tout ce que nous portons ici, les uns les autres, ce qui est là, ça vient de quelque part, ça vient de la biodiversité. Donc là-dessus, oui, faisons avec la nature. Je pense que les deux dernières questions se recoupent un peu. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des politiques qui sont beaucoup plus... Pour éviter un peu les contradictions que j'ai pointées tout à l'heure entre certains effets dommageables à l'environnement des politiques climatiques, on peut très bien arranger ça en ayant des politiques climatiques à ce que j'appelle à double ou à multiple dividende. Donc, par exemple, si on privilégie les économies d'énergie sur les énergies renouvelables, c'est meilleur à tout point de vue, économique, social, parce que social, on peut cibler sur les ménages modestes. Alors, énergie renouvelable, on fait contribuer des ménages modestes au financement des énergies renouvelables, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'énergie renouvelable, hein, entendons-nous, il faut bien sûr faire les deux. Mais aujourd'hui, on a mis la priorité sur les énergies renouvelables et moins sur les économies d'énergie. Et deuxièmement, évidemment, avoir une politique qui est, dans le domaine du logement, par exemple, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a une quantité phénoménale de mesures, qui d'ailleurs changent tout le temps. Hein. J'ai calculé que le CIDD ou le PTZ ont changé 16 fois pour le premier et 8 fois pour le second, c'est-à-dire une fois par an depuis leur instauration. Donc c'est impossible de s'y retrouver pour les professionnels et encore plus pour les particuliers. Mais ces mesures qui sont très complexes et complètes pour le logement ne concerne que très peu l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a des normes très strictes pour le logement et on a beaucoup moins de normes pour l'urbanisme. Donc on a un phénomène d'étalement urbain qui continue et qui fait qu'on repère par l'étalement urbain et les transports induits et obligés ce qu'on gagne par les économies d'énergie dans le bâtiment. Donc c'est une politique qui, à mon avis, n'est pas cohérente et n'est pas complète. On va se faire un petit mot de conclusion. Alors peut-être qu'on peut inclure la COP avec ce mot de conclusion. Bon, la COP, on le sait, ça a été, on va dire, un succès diplomatique. C'est une espèce de pied dans la porte aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans cette COP, on n'a pas parlé du tout d'énergie fossile. Les mots n'ont pas été employés. On n'a pas parlé des transports, on n'a pas parlé du commerce, etc. Ce n'est pas un accord juridique non plus, la COP, loin de là. Bon, qu'est-ce que l'on peut retirer pour vous, effectivement, de cette COP ? Alors, il y a la COP et puis il y a l'accord de Paris. Hein, ce sont deux choses différentes. Alors, le processus de la COP, plutôt positif, parce que c'est un succès diplomatique puisqu'il y a eu un accord. C'est un succès médiatique de par l'ampleur de la couverture médiatique. C'est un succès organisationnel parce que quand même, organiser ça 3 semaines après les attentats à Paris de façon aussi fluide, c'était un vrai succès. Et c'est un succès politique pour le gouvernement, il n'y a pas de doute là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, moi je ne vois pas le succès environnemental. Comme vous lisez le texte attentivement, il n'y a rien de nouveau dedans. Vous avez les 100 milliards et les 2 degrés, ça avait été déjà décidé à Copenhague. Tout à fait. Copenhague, on nous a expliqué que c'était un échec. Là, on nous explique que c'est un succès. 100 milliards, on rappelle, c'est de donner 100 milliards. Oui, le fonds des 100 milliards pour les pays du Sud. À partir de 2020. Vous avez le mécanisme des pertes et dommages qui avait déjà été décidé à la COP de Doha. Etc. Donc vous avez une concrétisation, une formalisation de ce qui avait été décidé dans des COP précédentes. Vous n'avez pas de percée conceptuelle et vous avez même des reculs sur certains points. Effectivement, les énergies renouvelables ne sont pas mentionnées et le problème majeur des subventions aux énergies fossiles n'est pas mentionné. Accord de Paris, on y va. Il n'y est pas. Oui, c'est ça, l'accord de Paris. Il n'y est pas mentionné dans l'accord de Paris, alors qu'il était mentionné dans le protocole de Kyoto. Oui. Donc ça, c'est un recul majeur sur le protocole de Kyoto. Et on sait très bien aujourd'hui, si vous voulez, que 90% de ces subventions aux énergies fossiles sont données par les pays du Sud. Au Moyen-Orient, par exemple, si on supprime les subventions aux énergies fossiles, les ENR deviennent immédiatement compétitifs sans aucun mécanisme de soutien, du jour au lendemain. Par ailleurs, les pays qui supprimeraient ces subventions aux énergies fossiles pourraient rebasculer ces subventions vers des politiques beaucoup plus utiles à leur développement économique, comme l'éducation, la santé, etc., et beaucoup plus sociales aussi, parce que souvent ces subventions sont accaparées par soit des oligarchies comme en Russie, soit des classes moyennes, mais pas les classes les plus populaires. Bon. Si vous prenez l'Iran, c'est 84 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles par an. Le Venezuela, qui est un pays en banqueroute, où le litre d'essence coûte moins cher que son prix d'extraction, c'est 47 milliards de dollars par an. La Russie, c'est également 47 milliards de dollars par an. En Égypte, les subventions aux énergies fossiles sont supérieures au budget de l'éducation nationale et sont supérieures au budget de la santé publique.
Bon, donc on voit bien qu'on est sur des... Là, on n'est pas sur un problème nord-sud, je suis désolé, on est sur un problème de mauvaise gouvernance des pays du Sud. Tant que ces pays, et c'est ça, moi c'est une des choses que je critique dans cette affaire des 100 milliards, c'est qu'on va donner 100 milliards de dollars, je suis tout à fait pour que le Nord aide les pays du Sud, mais à des pays sans que ceux-ci ne fassent un effort pour diminuer leurs subventions aux énergies fossiles. Pour moi, ces deux sujets auraient dû être liés. Oui, c'est-à-dire que, d'une part, il faut choisir de bons projets. Oui. On peut donner moins à de meilleurs projets, ça a un meilleur effet que de donner plus à de mauvais projets. Et d'autre part, on ne peut pas donner, enfin moi si j'étais décideur, je déciderais de ne pas donner à des pays qui ne font pas d'efforts de diminution de leurs subventions aux énergies fossiles. Parce que ça revient indirectement à subventionner ces énergies fossiles. Cher Audrey, venez avec nous s'il vous plaît. Voilà, alors c'est très très dur de faire évidemment des conclusions. On est... Désolé pour la frustration de certaines questions qui ne vont pas forcément avoir de réponse. Je crois que c'est un tout petit peu la règle du jeu, mais c'est vrai qu'on doit s'arrêter donc à 10h. Donc Audrey Tranchandon, je vous en prie. Le livre de Guillaume Saint-Denis, qui sera un plaisir de vous dédicacer en sortant. Je vous parlais tout à l'heure d'une année riche en rendez-vous pour Gessina Lab. Le prochain rendez-vous, c'est le 12 avril. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour ce prochain thème qui sera sur les barbares de l'immobilier ou les nouvelles solutions immobilières qui seront développées par les startups. Alors, je vous remercie d'être venus. À bientôt pour une prochaine conférence. Merci à vous, merci Audrey, merci à tous. Et merci Guillaume.